Merci beaucoup, Marc-André. On va parler de libre-échange maintenant. Grâce à un auteur, il signe un livre qui paraît et qui est lancé ici à Québec. C'est chez VLB Éditeur que Simon-Pierre Savard-Tremblay lance Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange. Je pense que le titre est quand même assez clair sur son point de vue sur la question. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous aurez juste à faire un saut de l'autre côté de la rue tout à l'heure. On traverse la rue, fait que malheureusement, il pleut, mais c'est pas trop long au moins à marcher. Hein, donc... Qu'est-ce qui vous a attiré? Oui, effectivement, parce que c'est presque en face, là, la ligne quasi. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans le thème du libre-échange? Disons que c'est une question, c'est un débat interdit. C'est-à-dire que je vois depuis quelque temps qu'on nous dit, je pense notamment à Pierre-Marc Johnson, qui était négociateur pour le Québec dans l'accord entre le Canada et l'Europe, qui nous disait que si on s'oppose au libre-échange aujourd'hui, on est comparable à un climato-sceptique ou à un défenseur de la cigarette. Autrement dit, on refuse l'évidence scientifique. C'est un peu ça le message. Et je me dis, c'est pas tant refuser l'évidence scientifique, c'est plutôt refuser une religion, si c'est ça. C'est refuser l'ensemble des dogmes. On a le droit de poser des questions sur des traités extrêmement gros, extrêmement lourds, extrêmement complexes, avec toutes sortes de virgules, mais c'est comme si on remettait un aspect en question, on était contre l'ouverture, contre le commerce, contre le fait qu'il y ait de l'échange entre les peuples. Mais je vais même vous dire d'abord, le plus important, c'est que les nouveaux traités ne portent pas sur le libre-échange, justement. Parce que ce libre-échange-là, donc l'idée qu'une PME de Québec peut facilement faire affaire avec le Maine ou avec le Vermont, tout ça, personne ne remet ça en question. L'idée qu'on fasse sauter certains obstacles à la frontière, c'est pas ça la question aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des lourds pavés réglementaires, des milliers de pages. Je pense par exemple à l'accord entre le Canada et l'Europe où il y a 2000 pages. Moi, ça me fait rire quand on dit que c'est l'allègement des règlements sur le commerce. On a vu mieux comme allègement, disons. C'est plutôt de la surenchère réglementaire, même s'il y a quelque chose, mais ils traitent de domaines qui ne sont même pas directement liés au commerce entre les peuples. Comme quoi? C'est par exemple, vous allez voir que dans la plupart des traités contemporains, ça va dicter, ça peut aller jusqu'au prix des médicaments qui est dicté dedans. Des questions comme la propriété intellectuelle, comme les lois du travail, comme l'environnement. Bref, c'est rendu une politique permanente qui est imposée aux États qui signent ça. C'est la fin de la souveraineté des États d'embarquer là-dedans. Oui. C'est des véritables cages aux morts, pour reprendre le terme qu'on connaît bien au Québec. À partir du moment où vous embarquez là-dedans, vous êtes pris avec cette politique-là. Sinon, vous allez à l'encontre du règlement que vous avez vous-même adopté. C'est-à-dire que ça vient nous lier les mains par rapport à la façon dont on voudrait se gérer dans le pays même où on habite. Là. Complètement. Ah, oui. Pouvez-vous nous donner des exemples de ce que ça a pu avoir comme effet jusqu'à présent? Parce que là, on est en train de le renégocier, mais c'est quand même un accord. L'ALENA, oui. L'ALENA, il est déjà en vigueur depuis des années et des années. Qu'est-ce qui vient illustrer votre propos? Je vais vous dire quelque chose qui est extrêmement important avec l'ALENA. Puis comme je vous dis, même si on nous dit si c'est la fin de l'ALENA, ça serait-tu pas terrible pour le dire comme ça? Mais dans les faits, le commerce entre les États-Unis et le Canada va toujours perdurer. Ça va toujours être une réalité. C'est inévitable. La libre circulation des marchandises va continuer aussi, mais il y a une nouveauté qui venait avec l'ALENA, puis ça, c'est en discussion au moment même où on se parle, peut-être pas au moment même où on se parle, mais ces temps-ci, selon ce que Bloomberg News, l'information financière nous apprenait la semaine dernière, le chapitre 11. Ça, qu'est-ce que c'est le chapitre 11? Encore une fois, ça a l'air très gros, très abstrait, très juridique, très complexe, mais c'est extrêmement grave ce qu'il y a là-dedans parce que ça permet à une compagnie étrangère, une compagnie multinationale, de renverser des lois adoptées démocratiquement. Qu'est-ce qu'on pourrait renverser comme loi ici? Je vais vous donner un exemple. Ethyl Corporation, fin années 90, qui met le Canada devant les tribunaux, parce que c'est ça, c'est de permettre les poursuites, qui met le Canada devant les tribunaux à cause de l'interdiction d'un additif à carburant qui était soupçonné d'être toxique. Oh. Ou même plus récemment, 2013, Lone Pine Resources qui poursuit le Canada à cause du moratoire du Québec sur les forages, donc l'exploration pétrolière et gazière, sous le Saint-Laurent, dans le fleuve du Saint-Laurent. Donc, toute mesure qui va dans le sens de l'environnement, de la santé publique, de la justice sociale, bref, du bien commun, est susceptible d'amener un gouvernement devant les tribunaux. À se faire poursuivre ça a touché par des compagnies. Pays, par exemple, pour vous donner un autre exemple, au Mexique, la compagnie d'alimentation Cargill qui a poursuivi l'État mexicain et qui a gagné aussi contre l'État mexicain à cause d'une taxe sur les boissons gazeuses, qui est responsable d'une épidémie d'obésité là-bas. Donc, dès qu'une grosse compagnie, puis c'est souvent des mastodontes qui ont plus d'argent que les gouvernements, qui ont même plus d'employés parfois que les gouvernements, qui réussissent à renverser les États là-dessus. Et selon un rapport de l'ONU il y a quelques années, dans 60% des cas, la compagnie avait réussi à faire fléchir en totalité ou partiellement la volonté démocratique des États. Puis ça, je trouve ça extrêmement grave. Pourtant, on renégocie. J'aimerais ça vous entendre, M. Savard-Tremblay, sur les motivations d'un pays comme le Canada à ce moment-là à signer ce genre d'accord, si c'est si désavantageux. J'ai l'impression qu'au début, on n'a pas vraiment soupçonné tout ce que ça impliquait.
en fait, au début des années 2000, il y avait un accord qui s'appelait l'accord multilatéral sur l'investissement, où là, on a allumé, si vous me passez l'expression, que ce genre de choses-là était possible et était véhiculé dans ce type d'accord-là. Il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de pression. Finalement, ça n'a pas vu le jour. Mais on a constaté par la suite que l'ALENA permettait déjà cette pression de l'investisseur roi sur la volonté politique et que ça a été imité par la suite dans l'ensemble des traités. Mais il y a même une dimension aussi qui est plus grave encore, c'est que derrière les portes des ministères, on doit probablement en permanence se dire on ne mettra pas en place telle politique par pression, à cause de la menace de se retrouver dans les tribunaux. Puis je peux même vous Alors, ça illustrer nous rend moins proactifs sur le plan légal parce qu'on sait qu'on pourrait être passible de poursuites. On est les mains complètement liées. Je pense par exemple à l'Australie qui a adopté des mesures contre le tabac, qui a été poursuivie par la compagnie de cigarettes Philip Morris. L'Australie a gagné son procès, mais pendant les années du procès, il y a 3 pays qui avaient prévu d'adopter des mesures similaires et qui ont reculé pour ne pas se retrouver devant les tribunaux. Sans compter les coûts de ce genre de poursuite. Évidemment. Les coûts au tribunal, on sait ce que ça représente. Eh bien, alors, on voit très, très bien de quel côté vous vous placez par rapport à tout traité de libre-échange. Il faudra aller le rencontrer pour en savoir plus ou acheter son livre. Et le lancement, c'est ici à Québec, à la Ninkasi à 17h30. Simon-Pierre Savard-Tremblay, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous rappelle qu'il est sociologue, blogueur, chroniqueur et que son livre s'intitule « Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange ». 15h